Bienvenue à tous. Un phénomène de société se fait de plus en plus présent dans les médias, mais aussi dans l'entourage de la plupart d'entre nous. Il s'agit de la transidentité. On a commencé à entendre parler dans les années 1980 des transsexuels. Les médias parlent plus volontiers aujourd'hui de personnes transgenres. Un transsexuel est une personne qui désire changer de sexe physiquement, et une personne transgenre désire changer d'apparence et d'identité sociale sans forcément passer par une transformation chirurgicale des organes sexuels. Notons que depuis quelques années, le mot transsexuel est jugé inopportun par les associations transidentitaires, car il établit une différence entre transgenres ayant subi une modification génitale et ceux qui ne l'ont pas fait, et parce qu'il confirme l'existence de différences identitaires selon le sexe physique. Mais pour ma part, je continuerai dans un souci de clarté à utiliser les deux termes. Le discours progressiste considère que ce n'est pas le sexe physique qui détermine l'identité homme ou femme d'une personne, mais ce qu'elle ressent être. Les personnes chez qui le sexe physique et le sexe ressenti ne correspondent pas représenteraient une dysphorie de genre. Autrement dit, de ce point de vue, un homme qui ressent être une femme, et une femme persuadée d'être un homme est un homme. En cas de dysphorie de genre, ce n'est pas le psychisme de l'homme qui se prend pour une femme ou de la femme qui se prend pour un homme qui est soigné, mais le corps qui est mutilé pour correspondre au ressenti de l'individu. Il subit un certain nombre de modifications pour procéder à une réassignation de genre, prise d'hormones, modification du torse, etc. L'état civil peut être modifié, une femme peut officiellement, dans un nombre croissant de pays, devenir un homme et un homme devenir une femme. En France, le changement d'identité de genre sans opération génitale était une promesse de campagne de François Hollande en 2012 et c'est devenu une réalité dans la loi en 2016. Ainsi, on peut accoucher sous l'identité d'un homme et n'allez pas dire qu'un être humain qui accouche est par définition une femelle, donc une femme, vous seriez accusé de transphobie. Le but de cette vidéo n'est pas de présenter le phénomène trans de façon exhaustive, mais d'attirer l'attention sur les changements sociétaux touchant à l'identité sexuelle, à l'identité de genre, et d'informer sur les pratiques. J'invite donc mes auditeurs à regarder 5 vidéos diffusées dans les médias qui ont particulièrement retenu mon attention par la clarté de l'état des lieux qu'elles exposent dans le domaine de la transidentité. Et des liens vers ces documents se trouvent dans la description de celle que vous êtes en train de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Permettez-moi de vous faire part d'un certain nombre de réflexions personnelles sur le sujet et de vous présenter succinctement les 5 vidéos avant que vous les regardiez. Il me semble que le point de vue progressiste sur la transidentité et sa reconnaissance officielle pose un certain nombre de problèmes. Un problème scientifique, tout d'abord. La science est censée se baser sur l'observation de faits objectifs présents dans la nature. Ainsi, on observe dans la majorité des espèces animales deux catégories d'individus quant à leur capacité reproductive. La progéniture est conçue dans le corps d'un individu après fécondation par une gamète émise par un individu de l'autre catégorie. Alors le langage désigne comme femelle l'individu dans le corps duquel la progéniture est conçue et comme mâle l'individu qui féconde la femelle à l'aide d'une gamète expulsée de son propre corps. En français, avec des équivalents dans toutes les langues, l'être humain mâle adulte est appelé homme et l'être humain femelle adulte est appelé femme. Ces considérations basiques et on ne peut plus terre à terre n'ont posé aucun problème jusqu'à il y a quelques années de cela. Il nous appartient à présent de répondre à un certain nombre d'objections. La stérilité de certains individus ne change rien au fait qu'ils sont dotés d'un corps mâle ou femelle et donc que chez l'être humain on a affaire à des hommes et à des femmes. Par ailleurs, l'existence de personnes dont l'identification sexuelle est physiquement compliquée dès la naissance ne change rien non plus à la réalité d'un sexe masculin et d'un sexe féminin au sein de l'espèce humaine.
Anne Fausto-Sterling, biologiste, le plus souvent citée dans les études sur l'intersexuation, note que 0,2% des êtres humains naissent dans cette situation d'intersexuation, c'est-à-dire avec des organes génitaux ambigus. 0,2%, un nourrisson sur 500. Et Madame Fausto-Sterling est pourtant elle-même partisan de la relativisation de l'identité sexuelle dans la mouvance progressiste. Et il faut encore noter trois choses à cet égard. La première de ces choses, c'est qu'une personne intersexuée est forcément dotée de chromosomes XX, ce qui l'identifie génétiquement au sexe féminin, ou XY, ce qui l'identifie génétiquement au sexe masculin. Deuxième chose, l'hermaphrodisme strict, c'est-à-dire la capacité pour un être humain d'engendrer une progéniture en fécondant une femelle ou d'être fécondé pour enfanter, n'existe pas dans l'espèce humaine. Et enfin, l'existence de personnes intersexuées ne change absolument rien au fait que l'humanité est répartie quant aux capacités reproductives en mâle et en femelle, donc en homme et en femme. L'émergence récente du concept de dysphorie de genre présente un véritable renversement dans le discours scientifique. En effet, ce qui est tenu pour vrai, ce n'est plus ce qui est observé dans la nature de façon objective. Ce qui est tenu pour vrai ici, c'est le ressenti subjectif de l'individu. En France, les autorités légales et sanitaires retiennent le droit à l'autodétermination des personnes, avec des exceptions notables, notamment celle de la Société psychanalytique de Paris. Alors l'observation scientifique objective de la nature cède devant l'envie du sujet. En évacuant les croyances religieuses, on évacue la notion de vérité, puis en évacuant la science en tant qu'observation objective, on évacue la notion de réalité. Et on imagine les conséquences désastreuses qu'aurait l'application de ce renversement dans le discours scientifique dans son ensemble. On se retrouverait dans un monde où l'observation ne donnerait plus lieu à aucune conclusion rationnelle. Donc c'est littéralement une démission de la raison. Le problème scientifique est connexe d'un problème philosophique. Une totale démission de la raison, comme je le disais, à moins que l'on applique le principe d'autodétermination uniquement à l'identité de genre et que pour le reste du champ d'investigation de la science, on conserve le principe d'observation. Alors bien évidemment, rien ne justifie une telle dérogation à la démarche scientifique uniquement pour l'identité sexuelle. La nature dote l'homme et la femme de différences biologiques qui ont des conséquences psychiques et sociales. Ces conséquences sociales sont parfois à combattre, le premier des combats étant celui des violences faites aux femmes du fait de la force physique plus avantageuse des hommes. Pour autant, ces différences physiques et psychiques sont bien réelles et les nier n'est certainement pas un moyen sûr et efficace de lutter contre les injustices. La remise en question de l'identité sexuelle remet en cause l'identité féminine et met à mal le combat féministe. Faudrait-il cesser d'être une femme pour être l'égal de l'homme? Et s'il n'y a plus de rapport différencié, il n'y a plus d'égalité à affirmer, ce n'est pas en demandant à des petites filles d'11 ans de jouer au rugby avec leurs camarades masculins, ni en autorisant des sportifs transsexuels couillus à se doucher avec leurs homologues féminines, ni en autorisant le travail de nuit des femmes sans aucune mesure de protection, que l'on fera avancer la cause des femmes. Et Claude Habib aborde ce sujet dans sa conférence donc qui fait partie des 5 documents que je vous propose, donc à 33 minutes 40 secondes. Alors certaines différences de genre sont de pure construction culturelle, certes, mais le monde se portera-t-il mieux si on encourage les femmes à se raser la tête et à jurer comme des charretiers, et les hommes à se maquer et à participer à des réunions Tupperware? Rares sont les transgenres qui désirent une modification génitale, on veut ressembler au sexe opposé, mais pas quand on est nu. Et la sexualité reste celle assignée par la nature, pour la grande majorité des transgenres. On affirme qu'un homme peut avoir un vagin et accoucher comme on peut être une femme avec un pénis et de testicules. Pour en arriver là, il faut affirmer la distinction entre le sexe et le genre, nier l'identité sexuelle au profit de l'identité de genre, et donc on est en plein paradoxe. Existe-t-il une identité de genre liée au sexe physique ou pas?
Un homme qui désire être une femme, qui désire avoir des seins et un visage imberbe, désire bien ressembler à une femme biologique, avec l'apparence qui va avec. Une femme qui se prend pour un homme et qui se fait injecter de la testostérone, faute d'avoir des testicules pour en produire, dans le but d'avoir de la barbe, une pomme d'Adam et la voix grave, qui se fait retirer les seins et qui rembourse ses caleçons pour avoir une bosse entre les jambes, ne revendique-t-elle pas une identité sexuelle qu'elle n'a pas? Si un homme, c'est une personne qui s'identifie à un homme, à quoi s'identifie alors, dans ces cas-là, à quoi s'identifie-t-on quand on s'identifie à un homme? Parce qu'on se retrouve là avec un raisonnement en boucle. Idem, bien sûr, pour un homme qui s'identifie comme une femme. Et s'il est doté de chromosomes XY, d'une grosse voix, d'une barbe et d'un service 3 pièces, et que pour se convaincre d'être une femme, il a recours à toutes les transformations possibles pour ressembler à une femme biologique, n'est-ce pas une façon de confirmer la réalité des identités sexuelles? Donc là, il y a encore une fois un énorme paradoxe. Si l'on considère que le genre est une construction sociale associée au sexe biologique, se revendiquer transgenre n'est-il pas une façon d'affirmer la réalité des différences sexuelles et la légitimité des constructions sociales? Le mouvement transidentitaire se trouve donc en pleine contradiction dans ses discours, en pleine dissonance cognitive. Les transsexuels, opérés entre les jambes, quant à eux, devront toute leur vie se faire injecter des hormones du sexe revendiqué pour faire comme si. D'ailleurs, mais c'est également le cas sans opération génitale, ceci dit. Et la sexualité reste problématique, particulièrement pour un transsexuel femme vers homme. Comme le dit la féministe Marguerite Stern, changer de sexe, c'est un abus de langage. Et elle poursuit, l'être humain a du mal à accepter le peu de maîtrise qu'il a sur la nature. Il faut savoir gérer ses frustrations. Voilà pour la citation de Marguerite Stern dans l'un des documents, donc le document tiré d'un entretien avec Livre Noir. La reconnaissance de la transidentité pose aussi un problème d'éthique sociale. Comment doit-on exercer la compassion à l'égard d'une personne qui ne s'accepte pas dans son sexe biologique? Faut-il accompagner l'esprit ou modifier le corps? Plusieurs personnes à qui j'ai parlé de mon intention de m'exprimer de façon critique sur la transidentité m'ont rappelé le devoir de bienveillance. Il faut prendre en considération les souffrances des gens qui ne s'identifient pas à leur sexe physique. Or, rester sceptique face à la remise en question de l'identité sexuelle et à la multiplication des cas de transidentité, c'est tout sauf un manque de charité. Mutiler est-il une preuve d'amour? Si l'on n'aime pas, on reste indifférent et on laisse faire. Le laisser-faire est un abandon, le contraire de l'amour du prochain. Les jeunes adultes, plus rarement les personnes d'âge mûr, qui ressentent un profond malaise du fait de leur identité sexuelle biologique, ont besoin d'être soulagés d'un point de vue psychologique et accompagnés spirituellement, pas d'être mutilés. La situation extrême des personnes dont le refus de l'identité sexuelle, la phobie de soi est très profondément ancrée, ne doit pas masquer le problème que pose l'émergence d'un véritable phénomène de société et l'insuffisance de l'accompagnement psychologique. Le cas est particulièrement douloureux en ce qui concerne les enfants identifiés comme transgenres. Il faudrait se poser la question de l'âge auquel un mineur est apte à prendre des décisions aussi lourdes de conséquences, comme on le fait au sujet du consentement à la sexualité et de la responsabilité légale. Si un gamin est jugé inapte à voter, à donner son consentement à un acte sexuel, à être jugé, à se marier, à travailler, à vivre seul ou à gérer son propre patrimoine, il ne devrait pas être non plus jugé apte à consentir à des mutilations sexuelles. Et oui, il est question en France d'administrer des bloqueurs de puberté à des mineurs et à cet égard le reportage Petite fille est clair et très honnête. Petite fille est un reportage qui montre l'itinéraire de transition d'un enfant de 7 ans. Il est actuellement disponible sur Arte Boutique au moment où j'enregistre cette capsule, donc en 22 juillet 2023. Et Arte Boutique offre en bonus la totalité du très bref entretien entre la mère et l'enfant et le médecin qui, en quelques minutes,
signera un certificat pour contraindre l'école à féminiser Sacha. Le médecin se contente de dire, pour toute explication pseudo-scientifique, que à l'heure actuelle, on sait ce qu'est la dysphorie de genre. Autrement dit, le discours médical officiel peut nous faire avaler toutes les couleuvres, sous l'unique prétexte de l'époque. Maintenant, on sait. Et Sacha, d'ailleurs, n'ouvre presque pas la bouche. Sa mère reconnaît avoir désiré une fille, s'interroge sur le fait de lui avoir donné un prénom mixte. Et il apparaît clairement que la transidentité de Sacha est plus l'affaire de la mère que du petit garçon. L'absence du père à l'entretien en dit long et son silence, le reste du temps, est assourdissant. Et notons qu'en France, un mineur dès 13 ans peut changer de prénom avec l'accord parental, notamment pour porter un prénom de l'autre genre. Ce qui n'est donc pas un problème pour Sacha, qui est donc un prénom épicène. Et c'est avec horreur que l'on entend les propos du médecin lorsqu'il est question pour Sacha de devenir, entre guillemets, maman, grâce à des spermatozoïdes immatures qui seront ponctionnés dans ses testicules restés impubères. La gestation pour autrui, pourtant interdite en France au moment du reportage et de la publication de la présente capsule, est suggérée, ceci en 56-45 dans le document. Alors quand il sera plus accessible sur Arte Boutique, il le sera très probablement sur YouTube. Très honnête également, le reportage de la TSR, Télévision Suisse Romande, intitulé Des transitions, ils ont changé de sexe et le regrettent. On note la pression subie par les détransitionneurs au point que beaucoup refusent de témoigner, d'autres le font à visage caché, comme on le voit dès la 8e minute. Puis parents et profs témoignent à visage caché, certains d'entre eux en tout cas, tout au long du reportage. En Suisse, la loi prévoit plusieurs étapes pour détransitionner, ce qu'on voit à partir de la 12e minute. Changement de nom sans limite d'âge, sans accord des parents dans certains cantons. Il faut attendre 16 ans dans d'autres cantons et avoir l'accord parental. Bloqueur de puberté et ablation des seins dès 12 ans avec accord parental. Ablation des organes génitaux possible à 18 ans. La sacro-sainte majorité. Et le reportage révèle qu'en mars 2021, la Suède a fait marche arrière sur les détransitions de mineurs. Trop de risques que la transidentité masque en fait d'autres troubles. C'est ce qui est dit mot à mot dans le reportage. Témoignage poignant d'une trans qui regrette, Nikki. Alors, elle dit, pour un enfant, c'est très difficile de savoir ce qu'il veut. Un ressenti ne doit pas être traduit dans la réalité parce que c'est trop dangereux. En 1728. On note le rôle des réseaux sociaux dans le développement du phénomène trans, 29-30. Donc je donne à chaque fois le moment de la vidéo où vous pouvez entendre ces propos. Et donc jusqu'à l'existence d'un test qui répond à la question, qui prétend répondre à la question de quel genre est ton âme. C'est ce qu'on voit en fait, on voit l'image d'un smartphone avec ce quiz en anglais en fait. Hein. What gender is your soul? Mais je ne peux pas affirmer, je n'ai pas vérifié que ça existe également en français, mais c'est quand même donner le ton de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Nous faisons la connaissance en 39-50 de Sandra Mercado, qui, bien que transsexuelle homme vers femme, mais transsexuelle pas particulièrement réussie, c'est sûr qu'on on la voit habillée, ou on le voit habillé, pardon, mais même moi je m'y trompe. Mais cet homme ressemble véritablement à une femme, mais s'affirme homme. C'est ce qui est très intéressant. Et milite contre ce qu'il appelle la dictature ou l'escroquerie trans. Ils ne m'ont pas transformé en femme comme ils l'avaient promis. Ils ne vont réussir qu'à vous transformer en un patient malade pour la vie entière. C'est ce que dit Sandra Mercado. Dans sa conférence Transgenre et conséquences, Claude Habib explique ce que sont les bloqueurs de puberté. À 12 ans, au début de la puberté, parfois beaucoup plus tôt, surtout chez les filles, on administre des inhibiteurs d'hormones, comme dans le traitement palliatif du cancer de la prostate ou pour soigner les femmes atteintes d'endométriose. Donc ces mêmes substances sont utilisées pour la castration chimique des violeurs.
Donc voilà ce qu'on administre aux gamins à qui donc quand on parle de bloqueurs de puberté. Au moins c'est radical. Les principales conséquences sont, selon Claude Habib, outre l'atténuation de l'apparition des caractères physiques liés au sexe, qui sont les effets recherchés, la perte de libido, la perte de densité osseuse, des bouffées de chaleur comme lors de la ménopause. Et vers 16 ans, on commence à administrer les hormones du sexe opposé, et si la personne ne détransitionne pas, les injections d'hormones durent à vie. Alors, je vous suggère aussi de regarder un reportage de Zone Interdite, diffusé sur M6 le 21 mai 2023, Transgenre, enquête sur les nouveaux tabous, qui présente tout d'abord la transidentité sous un angle positif, en suivant les personnes transgenres qui semblent épanouies. Une nouvelle fois, il est question de la gestation pour autrui, 20 minutes 30 secondes, dont la légalisation à court terme est cousue de fil blanc. Plus il y aura de couples composés de deux hommes biologiques, plus il faudra des enfants. Il est tout de même précisé que le budget d'une GPA est de 80 000 euros. Business is business. L'adoption et son parcours du combattant, en l'occurrence, n'est manifestement pas assez confortable. Un parcours trop compliqué, nous dit un des protagonistes du reportage. Donc en couple avec un homme devenu apparemment femme. La question des enfants trans est finalement abordée à 31 minutes, puis celle des jeunes adultes qui détransitionnent. À partir de là, le reportage se fait beaucoup plus critique. Il a d'ailleurs suscité une véritable levée de bouclier sur les réseaux sociaux. Le premier témoignage est celui d'un gamin de 8 ans qui très clairement annonce un discours appris. Le débat entre les militants trans et les sceptiques, ainsi que le phénomène de mode, les abus et le rétropédalage de la Suède, la propagande trans sur les réseaux sociaux, le corps médical qui confirme d'emblée la dysphorie de genre, la maturité cérébrale qui n'est atteinte qu'à 25 ans, ça c'est en 42-55, tout cela est abordé de façon honnête, à mon sens, dans le reportage. Une idée reçue et levée dans ce reportage à 57-10, non. Alors là, c'est dit mot à mot. En France, l'accompagnement psychologique des personnes désirant transitionner, même mineures, n'a rien d'obligatoire. Aucun parcours médical n'est imposé. Le droit à l'autodétermination des personnes transgenres prime. Marguerite Stern, ex-fémène devenue, selon ses propres termes, feméliste, prône un féminisme qui reste fondé sur l'identité sexuelle biologique. Elle s'exprime dans un entretien accordé aux médias digital Livre Noir, vidéo publiée sur YouTube le 17 juillet 2023. Madame Stern fait montre d'une remarquable ouverture aux autres, tout en étant fermement convaincue. C'est une pensée claire et nuancée à découvrir donc dans les 16 premières minutes de ce document, au cours desquelles Madame Stern aborde le sujet qui nous intéresse ici. Et je conseille par ailleurs également la lecture du livre de Caroline Eliachev et Céline Masson, La fabrique de l'enfant transgenre, paru en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Le nombre croissant de personnes qui se considèrent de l'autre sexe et qui transitionnent est un véritable phénomène de société. Certes, tous ne regrettent pas et ne sombrent pas dans le désespoir. Cependant, le parti pris positif des psychologues consultés et du corps médical, dont il résulte une quasi-absence de suivi psychologique et de remise en question du choix personnel, l'aberration d'un discours pseudo-scientifique qui cède devant l'envie, ainsi que les cas d'enfants que l'on mutile, tout cela permet d'affirmer que nous sommes là face à un scandale sanitaire et au développement exponentiel d'un phénomène catastrophique. Quoi qu'on en pense, nous avons tous, en tant que citoyens, le devoir de nous informer. La relativisation de la réalité scientifique au profit de l'idéologie, qu'elle soit progressiste ou autre, il y a des exemples terrifiants dans l'histoire, doit aussi nous alerter.
Merci de votre attention et à très bientôt sur Foi Vivante Vidéo.